Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Emmanuel Caillot, professeur des universités au CNAM et auteur du petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, reçoit dans cet épisode Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM et ancien consultant en sécurité pour le président de la République, Nicolas Sarkozy. Figure controversée, il revient sur son parcours et explique comment il a su trouver sa place au sein de cet établissement, malgré une levée de boucliers remettant en cause la légitimité de sa discipline et son expertise. Alors, bonjour Alain, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je m'occupe du pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise, celui où on ne s'ennuie jamais. Quel a été ton parcours professionnel? Alors, d'abord, j'ai été un militant engagé auprès de Michel Rocard. Et donc, de militant d'opposition, je suis devenu un assistant, une petite main, un conseiller dans son parcours ministériel au ministère d'État chargé du plan, qui s'occupait un peu de tout et un peu de rien aussi, puis à l'agriculture, et puis évidemment, surtout dans son parcours de Premier ministre, puisque arrivant là comme une sorte d'assistant du conseiller aux affaires intérieures, j'ai eu à m'occuper en sorte de bizutage accéléré de la crise de Nouvelle-Calédonie déjà, de l'attentat du DC-10 du TA, de la chute du mur de Berlin, de Tiananmen et de la guerre du Golfe. Donc j'ai découvert un métier auquel je n'étais pas préparé puisque j'étais le vice-président de la Sorbonne en charge des finances. J'étais membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, du Conseil de l'Académie de Paris, et j'avais vocation à m'occuper des universités. Et c'est un peu une époque bizarre pour ceux qui n'ont pas connu le dernier millénaire. Je fais mon âge maintenant, c'est que tu parles en anglais corvée de patates, j'étais spécialiste des normes Garacès et San Remo, j'ai donc eu à m'occuper des affaires de sécurité intérieure, de terrorisme. Alors, c'est pas que j'étais le meilleur, mais j'étais le seul que ça intéressait. Et il faut bien le dire, à l'époque, dans la gauche social-démocrate, les questions de sécurité, c'était un peu patate chaude, donc chacun se leur filait à qui mieux, et c'est tombé chez moi. Voilà, donc tel a été mon parcours. Alors, j'ai ensuite été recruté par l'Institut d'études politiques de Paris, André Barthélemy, pour mettre en place le premier PEA, un programme d'études avancées qui est entre le DEA et le doctorat, qui s'appelait Métiers de la ville sur les questions de sûreté et de sécurité urbaine. Puis j'ai été recruté au Collège de justice criminelle de New York après que j'ai mis en place le dispositif antiterroriste de la police de New York. Et ensuite, je suis devenu enseignant à Paris 5, à Paris 2, à l'école des officiers de la gendarmerie qui vient de changer de nom, à l'école nationale supérieure de police, particulièrement à Lyon. Et puis, un beau matin, un collègue du CNAM m'a dit « Tu devrais créer une chaire de criminologie au CNAM ». Et Jean-Claude Zive m'a invité au CNAM et je suis devenu professeur du CNAM, puisque c'est à la fois un poste et un titre. Donc aujourd'hui, tu es professeur du CNAM. Est-ce que tu peux expliquer quelles sont tes missions en tant que professeur du CNAM? Alors, les missions d'un professeur du CNAM, c'est un corps particulier, comme dans beaucoup de grands établissements qui ne sont pas que des universités. Et donc, en général, on prend des gens qui ont une activité professionnelle reconnue, en plus d'avoir un parcours académique. Il est recommandé d'avoir déjà été enseignant ou chercheur, voire même d'avoir un titre d'ingénieur ou d'avoir travaillé sur une thèse, par exemple, mais ça n'est pas indispensable ni obligatoire. Des gens qui ont un long parcours professionnel, une capacité spécifique et surtout sur des disciplines orphelines ou propres est un élément qui fait la différence du CNAM qui enseigne pas seulement, mais pour l'essentiel, à des professionnels qui veulent évoluer dans leur métier ou changer de métier ou retrouver des éléments qu'ils ont perdus de vue parce que le temps passant, la technologie change. Voilà, alors, il se trouve qu'en ce qui me concerne, j'ai la chance d'être le seul et unique professeur de criminologie français, ce qui me donne une sorte de monopole auquel je n'aspirais pas historiquement, mais qui permet à mes 40 collègues en France d'avoir une reconnaissance par mon intermédiaire en attendant que l'université daigne enfin considérer que le crime est un sujet qu'il faut traiter. Qu'est-ce que tu adores dans ton poste? La rencontre avec les étudiants et les professionnels, et je trouve que j'ai la chance d'avoir un parcours mixte, 2 licences professionnelles, un master avec une demi-douzaine de parcours
différencier des certificats, certains avec la Cour des comptes, d'autres pour la lutte contre la fraude financière, certains avec la gendarmerie nationale sur la gestion des scènes de crime, un travail très élaboré en matière criminalistique et surtout ce mixte, cet équilibre entre opérationnel et conceptuel. On est à la fois obligé de faire de la recherche pour voir ce qui se passe, analyser et comprendre, et aussi une application qui permet d'éviter de ne parler que de la bataille de Waterloo ou d'Azincourt et de n'être que le nez dans le guidon. Ce rapprochement justement entre la richesse des professionnels et la capacité à conceptualiser ce qu'ils voient, donc à les sortir du nez dans le guidon, mais à nous-mêmes, à ne pas nous situer à des niveaux stratosphériques et jargonnants, est un élément absolument formidable. Et je sens bien d'ailleurs dans mes discussions avec mes autres collègues, en France comme à l'étranger, à quel point ils trouvent le modèle formidable, ce qui explique d'ailleurs que notre propre centre de recherche ait une telle capacité à agréger une quarantaine de chercheurs étrangers de très grand niveau, parce qu'ils trouvent au CNAM une partie de ce qu'ils ne trouvent pas chez eux, trop académique pour les uns, trop professionnel pour les autres. Je parle là pour les institutions dépendant des ministères de l'Intérieur ou des ministères de la Défense. Et donc, c'est le plus riche et le plus intéressant. Et puis, je dois dire que c'est un endroit où on est plutôt bien accueilli, où le dialogue avec les collègues, qu'ils soient professeurs d'université ou professeurs du CNAM, c'est-à-dire du corps propre, est plutôt de qualité et où on se sent plutôt bien en général, alors avec toutes les difficultés bureaucratiques, financières et techniques qui affectent tous les systèmes académiques hélas dans le monde, mais c'est plutôt une atmosphère sympathique, en tout cas la proximité est plutôt heureuse. Tu viens de décrire plutôt bien accueilli, alors que ton arrivée au CNAM a été difficile. Enfin, vu de l'extérieur, je n'étais pas encore arrivé au CNAM. Moi, je t'ai découvert en tant qu'enseignant-chercheur complètement impliqué et complètement reconnu dans l'institution. Qu'est-ce qui s'est passé entre ton arrivée qui a été un petit peu mouvementée, enfin perçue de l'extérieur, et comment est-ce que tu as réussi à faire basculer tous ces collègues qui maintenant ne disent presque que du bien de toi en interne? Alors d'abord, ils ont voté pour moi. Hein. Le CNAM, ce n'est pas un endroit où on est nommé, c'est un endroit où on est élu. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui parlaient de mon arrivée au CNAM n'ont absolument pas compris qu'on passe un grand oral devant, à l'époque, l'Assemblée des professeurs de chaire, donc mes pairs, et que ce sont mes pairs qui m'ont élu avant que le conseil d'administration ne me propose, et qu'enfin seulement, comme pour tous les professeurs d'ailleurs, je le rappelle souvent à mes collègues professeurs d'université, leur décret de nomination est aussi signé par le président de la République. Donc j'ai été proposé, élu, validé et ensuite désigné. Deuxièmement, il y avait un sujet, comme beaucoup d'éléments, l'université française est marquée par une incapacité à accepter les nouvelles disciplines. C'est pour ça que le CNAM a été créé en 1794. C'est parce que l'université ne voulait faire que du droit canon et de la médecine non intrusive, pour résumer. Et je suis un Sorbonnard, donc j'en parle vraiment avec beaucoup d'amour pour ma maison mère, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais dans la réalité, toutes les innovations, les langues étrangères, l'INALCO, François Ier, hors de la Sorbonne, la science politique, Émile Boutmy, spécialiste des colonnes doriques et ioniennes, hors de la Sorbonne, l'environnement, hors de la Sorbonne, la chimie, la physique, au Conservatoire des Arts et Métiers, la Sorbonne n'en voulait pas, le journalisme, hors de la Sorbonne et de l'université pendant très longtemps, la gestion créée à la Sorbonne par un commis aux écritures, parce que personne ne voulait s'occuper des questions d'économie, et ainsi de suite. Et puis, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'université dit « Ah oui, quand même, on devrait s'en occuper ». Puis, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle dit « Ah, nous devrions être les seuls à nous en occuper, allez donc chercher autre chose ». Donc, la criminologie n'est ni mieux ni plus maltraitée que les autres. Le droit pénal a été très maltraité par le droit civil pendant très longtemps. La science criminelle est quasiment pas traitée. Et la criminologie, qui est pourtant née en France et en Italie, n'a quasiment pas eu le droit de citer jusqu'à l'Institut de criminologie de Paris 2, qui est maintenant de Paris 2, mais qui ne faisait quasiment plus de criminologie. Pendant un temps, le seul master de criminologie en France était celui du CNAM. Aujourd'hui, il y en a 12 et on les voit apparaître un peu partout. Donc, il y a toujours un effet rejet. En plus, l'idée qu'on aille s'occuper d'une science de droite, comme si le crime faisait le tri dans les victimes, était un problème parce que la sociolatrie, qui n'est pas une science mais un culte, se trouvait soudain perturbée sur son territoire parce qu'elle pensait qu'il n'y avait qu'une culture de l'excuse. Et moi, je pense qu'il y a une culture de la responsabilité. Et donc, ceci a amené une confrontation idéologique, théologique,
même, qui dépassait très largement ce que je suis. Mais comme j'étais le tenant ou le porteur d'un projet qui couvrait aussi la diplomatie ou la polémologie, sujet dont on a pu se rendre compte qu'ils ne servaient à rien par les temps qui courent et qui sont toujours aujourd'hui peu traités. Il y a des cours de relations internationales, mais il y a assez peu de cours de diplomatie, sauf à l'Académie de diplomatie du ministère du Quai d'Orsay, qui lui-même fait appel à des académiques, mais qui pourraient aussi faire des formations spécifiques et validées, habilitées avec des crédits européens. Et la polémologie n'est enseignée nulle part, même si j'enseigne à l'école de guerre et dans les grandes écoles militaires. Et je ne parle pas encore moins du renseignement, où nous avons été les porteurs de la première Intelligence Studies française, et aujourd'hui nous avons un parcours avec l'Académie du renseignement et même des enseignants. La seule enseignante en renseignement est une collègue, maître de conférence. Donc voilà, on essaye de faire ça. Donc le rejet a été plutôt global. Et puis, disons que j'ai eu la chance ayant été enseignant avant, à Sciences Po, à Paris 2, à Paris 5, à Paris 1, au Chunji College de justice criminelle, à Moscou, à Shanghai, à Pékin, j'ai eu quelques notions des usages académiques. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit qu'en fait, j'étais peut-être pas si mauvais. En plus, je produis, j'écris beaucoup de livres. J'ai dirigé une revue internationale de criminologie. Donc, au bout d'un moment, je suis devenu une sorte de PU comme les autres. Et c'est la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir pour un professeur du CNAM. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite devenir, comme toi, professeur du CNAM ou enseignant-chercheur au CNAM en général? D'abord, c'est une belle maison et il faut surtout comprendre qu'on n'est pas là uniquement pour des parcours étudiants en formation initiale, il y en a, mais on est vraiment pour des parcours qui mixent la relation avec des professionnels qui ont beaucoup à apporter eux-mêmes. On n'est pas dans une situation de supériorité, on est dans une situation de partage et c'est très différent. On n'est pas dans le cours magistral du haut en bas comme on faisait dans le temps dans l'amphithéâtre, j'ai fait ça pendant très très longtemps, mais plutôt dans une relation de dialogue, de mise à niveau, d'échange, où on s'enrichit autant qu'avec les autres. J'ai beaucoup plus appris des policiers, des gendarmes, des militaires, voire des espions que j'ai rencontrés pour construire mon cours, qu'ils ont appris de moi, pour sortir d'un point de vue limité à ce qu'ils savent faire, pour comprendre à quel point tous les autres peuvent leur apporter beaucoup pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Bon, ça permettra d'en faire des nouvelles, mais il y a cet élément. Et donc, je recommande vraiment de choisir le conservatoire à cause de cela. C'est vraiment très différent de l'université. J'ai beaucoup enseigné, mais vraiment la richesse des parcours des étudiants, auditeurs, on ne sait même plus comment les appeler, tellement nous sommes dans la difficulté pour identifier nos publics, sont importants. Et puis le réseau. La vivacité du réseau régional et international est quand même aussi un atout. Donc, le CNAM est une très belle maison, mais elle a cet avantage d'avoir un public suffisamment différent et suffisamment enrichissant pour qu'il apporte autant qu'il ne demande. Quel est ton prochain projet ? Alors, d'abord, j'écris beaucoup et dans la période de l'année qui est l'été, eh bien, je poursuis d'abord une émission de télévision pédagogique, j'appelle ça le C'est dans l'air du crime, qui s'appelle Au bout de l'enquête. Donc, nous entamons la saison 6 et donc c'est revenir sur les enquêtes. Donc, il se trouve que je travaille à l'écriture, au choix des affaires, à l'écriture et surtout à la production d'un ouvrage de référence qui permet à la fois de comprendre l'affaire, mais de comprendre l'enquête. Ce qui est très demandé. Donc, on n'est pas dans la mise en scène, la musique qui fait peur, les événements. On est dans quelque chose d'autre. Donc là, je finis le tome 3 et je me prépare au tome 4. J'ai donc deux saisons de retard. Je travaille sur ma série, c'est là je viens de finir, Déclinocène, la fin de l'anthropocène consommateur. Comment, à force de piller la planète sans penser au renouvellement des matières, des ressources, eh bien, nous sommes en train de mettre fin à notre domination et en quoi il y a encore peut-être un petit espoir. Voilà, donc j'ai des petits travaux d'écriture. Je prépare les assises de la recherche stratégique, qui est un projet que j'ai monté il y a une quinzaine d'années. Et puis, bien sûr, la transition avec mes collègues, puisque bientôt, je vais pouvoir rejoindre une sorte de retraite relative, mais transmettre l'ensemble de mes activités administratives très lourdes au conservatoire. Tu as toi-même été directeur de PN, ce qui n'est pas le travail le plus facile, mais j'ai le conseil d'administration, le conseil restreint, le conseil scientifique, la direction du pôle sécurité, défense, enseignement, criminologie, cybermenaces et crise. Et donc, je transfère à mes collègues une charge de travail dont ils n'imaginaient pas l'ampleur.
et qu'ils découvrent à tel point que je pense que, quoi qu'ils en pensent, ils me regretteront peut-être. Quel livre aimes-tu partager? Non, j'aime bien ce que fait Giuliano De Empoli, les 3 livres, le premier qui avait été totalement ignoré, le deuxième, Le Mage du Kremlin. Alors ça m'amuse parce que moi je connais les protagonistes que lui ne connaît pas. On s'est parlé avec Giuliano De Empoli et je lui ai dit, je trouve impressionnant que vous ayez réussi à les comprendre sans les avoir physiquement à l'époque du livre, hein, depuis je ne sais pas. Et puis là, il vient d'en sortir un nouveau dont le nom va me revenir évidemment, parce que c'est ce moment-là, les Prédateurs peut-être, je crois, Oui, que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Et qui est tout à fait remarquable dans sa compréhension d'un monde où l'individualisme, les réseaux sociaux, les algorithmes provoquent des isolements et des affrontements, une trollisation du monde, j'appelle ça la rageosphère. Mais la rageosphère à la fois au niveau individuel, dans la relation avec les autres à proximité, à portée de baffe, comme on dit, ou à portée de couteau, plutôt dans mon métier, mais aussi la rageosphère au niveau international, dans l'effondrement de ce qui était la manière dont doit se concevoir la relation avec le reste du monde. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nouvelles, mais qu'on avait oubliées. Hein. J'ai dit souvent, nous sommes des grands amnésiques. Et il y en a d'autres quand même qui provoquent des interrogations. Donc, je pense que c'est un livre à lire pour comprendre l'univers contemporain et peut-être, avec un peu de chance, se comprendre soi-même. Quelle est ta chanson préférée? Je rêvais d'un autre monde, Téléphone. Je le mets souvent en exergue de mes livres. Je rêvais d'un autre monde où la Terre serait ronde et à la fin, c'est « mais je rêvais à point fermé ». Un dernier mot? Continuez à étudier, à apprendre, à chercher, à former, partager et venez enseigner au CNAM. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.